à tous et merci de m'avoir proposé de participer à votre journée. Donc, dans la continuité de ce qu'a présenté Monsieur Ayesh, je vais en fait essayer de faire le lien avec le protocole sanitaire en insistant en particulier sur les questions de port du masque et les problèmes que ça a pu générer, les propositions que l'on peut faire. Alors, j'ai envoyé un diaporama qui reprend en fait nos propositions. C'est pas forcément obligé de le diffuser en même temps. On a fait en fait, nous, à partir des remontées de terrain que nous avons eues depuis la rentrée, une synthèse concernant la mise en œuvre du protocole sanitaire avec les difficultés que ça a pu poser, et puis aussi des propositions pour essayer d'améliorer la conciliation entre prévention du risque sanitaire et, préservation des conditions de travail, dans la mesure où on va s'installer quand même dans la durée, probablement au moins pour toute l'année scolaire en cours, dans des contraintes qui sont importantes à ce niveau-là. Alors, je vais revenir très très rapidement, parce que c'est mon plan, sur les modes de contamination. Je ne vais pas m'y étendre parce qu'elles ont été très très bien présentées. Donc, en gros, deux modes principaux de contamination: la voie aéroportée avec ses deux composantes, les postillons et les aérosols, et puis la voie manuportée. Alors, sur la voie aéroportée, les moyens de prévention qui sont prévus par le protocole sanitaire, c'est la limitation des contacts sociaux à risque, et on va voir quelle déclinaison ça prend et les problèmes que ça peut poser. C'est l'aération régulière des locaux, et en particulier des locaux partagés. Je pense qu'après l'exposé de Jacques Ayesh, tout le monde est convaincu de l'importance de cette aération, et c'est quelque chose de plus en plus important. Et puis le port du masque. Le deuxième mode de transmission, c'est la transmission dite manuportée. La transmission manuportée, on sait que le virus est présent sur les surfaces inertes, ça a été largement annoncé par voie de presse. En revanche, la transmission manuportée est de moins en moins au premier plan des modes de contamination. C'est essentiellement un virus respiratoire, il se transmet essentiellement par voie aérienne, et sur les surfaces, on va considérer, il est raisonnable de considérer qu'il y a un risque quand il y a un contact presque immédiat entre une surface contaminée et une surface qui est touchée par la personne, du fait du port des mains au visage. En revanche, cette voie de contamination, elle est peut-être moins importante qu'on a pu le supposer dans un premier temps, parce qu'on retrouve du virus, mais du virus qui n'est pas forcément contaminant. On trouve du fragment viral, mais à distance, le virus n'est pas forcément contaminant. Mais il faut quand même le prendre en compte dans le contact direct. Et en cela, le masque peut être aussi une protection, puisqu'il évite la projection de postillons sur les surfaces physiques aux alentours de l'endroit où se trouve la personne contaminée. Alors, sur les moyens de prévention par rapport à la transmission manuportée, ça va être une vigilance sur la mise en œuvre des procédures de nettoyage, et en particulier le nettoyage des équipements partagés, et puis le nettoyage des mains soit à l'eau et au savon, et la réalisation des frictions des mains avec une solution hydroalcoolique. Et on va voir un petit peu les difficultés qui ont été rencontrées sur ces points. Alors, je vais prendre donc comme plan à mon intervention vraiment les différents moyens de prévention qui ont été mis en place. D'abord, en commençant par la transmission aéroportée. La limitation des contacts sociaux à risque de transmission, elle s'est déclinée dans le protocole sanitaire par le principe une classe égale une salle. Alors, en élémentaire, ça pose assez peu de problèmes. On pourrait parler quand même des échanges qu'il peut y avoir, en particulier dans les cours de religion, dans certaines organisations de travail, mais ça concerne bien sûr essentiellement le second degré. Alors, le principe une classe, une salle, il était dans le protocole sanitaire de déconfinement. Il avait disparu du protocole sanitaire de rentrée scolaire. Il est réapparu dans le protocole du deuxième confinement. Et c'est une vraie difficulté
Ça entraîne une augmentation des contraintes pour les enseignants en termes de déplacement, de port de charge, de temps perdu à l'ouverture, à la fermeture des ordinateurs quand on se déconnecte, se reconnecte. Ça a surtout, et là on rejoint le problème sanitaire directement, un effet indirect négatif sur l'aération des salles de classe, puisque le maintien des vitres grandes ouvertes est impossible en l'absence d'un adulte dans la salle. Donc nous, on considère actuellement que ce principe, et le point de vue de Jacques Hayech sur ce point serait intéressant, le principe de maintenir les élèves dans la même salle de classe, et on a vu là, au bout de 4 heures, ce que ça peut donner en termes de contamination, nous semble contre-productif, et il vaudrait mieux, de notre point de vue, que ce soit les élèves qui bougent, que le prof qui est dans la salle de classe assure une ventilation très efficace, au moins pendant l'interclasse et pendant la récréation, et que les élèves, eux, bougent. Il nous semble que le croisement dans un couloir par des personnes qui portent le masque, le croisement ponctuel est beaucoup moins risqué que le maintien dans une même salle de classe des élèves qui ne bougent pas. Alors, c'est le seul point sur lequel on est en désaccord avec le protocole sanitaire. Sur tous les autres points, nos préconisations s'inscrivent dans le cadre du protocole sanitaire et visent plutôt à son amélioration. Les autres problèmes posés par ce principe, une classe, une salle, c'est parfois un effet négatif sur le comportement des élèves qui ne bougent pas assez. Certains profs nous disent aussi que quand il n'y a pas d'adultes dans la salle de classe, au niveau du respect du port du masque, des gestes barrières, il peut y avoir dans certains collectifs d'élèves, en tout cas, des doutes sur le fait qu'ils soient respectés. Et par ailleurs, ce qu'on a relevé, nous, c'est des atteintes graves aux mesures de compensation du handicap, puisqu'il y a un certain nombre d'enseignants qui ne peuvent pas se déplacer pour des raisons physiques, ou qui ont en tout cas des difficultés à le faire. Et il y a aussi des enseignants qui ont du matériel spécifique d'adaptation de leurs conditions de travail à leur handicap. Et il y a des chefs d'établissement qui n'en ont plus tenu compte dans les emplois du temps. Alors, ce que l'on recommande, nous, c'était finalement d'abandonner ce point du dispositif et de maintenir, au contraire, quand c'est possible, les enseignants dans la même salle de classe, en particulier pour qu'ils puissent aérer correctement la salle de classe pendant la demi-journée où ils l'occupent. En ce qui concerne alors le deuxième point qui avait été mis en place pour la limitation des contacts sociaux, et alors je pense que tout doucement ça doit se normaliser, mais j'en suis pas sûre, et à l'occasion du deuxième confinement, sans doute qu'il y a des mesures qui ont été prises de nouveau pour limiter l'accès des parents aux salles de classe et à l'école. Alors, le protocole sanitaire précise que l'accès des accompagnateurs au bâtiment scolaire n'est pas interdit, mais qu'il doit se limiter au strict nécessaire, se faire après nettoyage et désinfection des mains. Ils doivent porter un masque de protection et respecter une distanciation physique d'au moins d'1 mètre. Alors, nous sommes tout à fait d'accord avec ces mesures, elles sont importantes, mais il ne faudrait pas conduire en fait, au fait que les parents soient complètement exclus de l'école. On a eu des remontées en particulier pour les petites sections de maternelle, quand les parents n'ont pas pu accompagner leurs enfants au moins jusqu'à la cour d'école, si ce n'est jusqu'à la salle de classe. Ça a pu être une réelle difficulté pour les enseignants, en particulier en toute petite section de maternelle, surtout pour des élèves qui n'avaient pas fréquenté l'école du tout, c'est-à-dire qui n'étaient pas venus aux demi-journées, aux journées d'initiation, enfin, souvent donc au printemps, sont organisées une découverte de l'école pour les élèves qui vont l'intégrer à la rentrée suivante. Ça n'avait pas pu avoir lieu, et donc pour des élèves de 2 ans ou de 3 ans qui n'ont pas pu faire ce premier contact et qui, à la rentrée, sont laissés par leurs parents à l'entrée de la cour de l'école, c'était un petit peu compliqué à gérer. Donc, on préconise, nous, par rapport à ce type de mesures, que les contacts avec les parents déposant leur enfant, bien sûr, ils sont ponctuels, que les mesures prévues dans le protocole sanitaire sont des moyens de prévention efficaces, mais au vu des problèmes rencontrés, il faudrait prendre en compte la relation, l'établissement, le renouvellement, la restauration d'une relation de confiance avec les parents comme une activité fondamentale, et il ne faut pas que le protocole sanitaire s'y oppose. Alors, vos avis sur la question seront bien sûr importants. Alors, le troisième point, qui est un point aussi important,
c'est celui de la limitation du nombre des personnes en réunion. Et là, vos représentants des personnels ont pu noter que quand ils vont à des réunions au rectorat ou en DSDEN, il y a des jauges pour les réunions et qu'on estime que dans une salle de classe, dans une salle de réunion, il est important que tout le monde porte le masque, il est important qu'elle soit ventilée, mais il est important aussi de maintenir une certaine distanciation sociale. Alors, on a vu avec l'exposé de Jacques Hayech que ce n'était pas forcément la panacée et que l'aération est peut-être plus importante que la distanciation. Mais en tout cas, il y a 2 poids, 2 mesures, c'est-à-dire qu'en classe, les enseignants ont 35, 36 élèves dans leur salle de classe. Ils changent de classe toutes les heures et ils vont rencontrer 35, 36 autres élèves. Et quand ils vont en réunion, c'est limité à 12, à 13, à 15. Donc, c'était un petit peu dérangeant qu'il y ait 2 poids, 2 mesures. Et donc, on recommande qu'il y ait au moins une unicité des règles à apporter. Alors, quand on augmente le nombre de personnes présentes, on augmente la probabilité qu'une de ces personnes soit porteuse du virus. C'est à mon avis surtout à ce niveau-là qu'on augmente le risque de contamination. Quand on est moins nombreux, on diminue ce risque. C'est aussi ça qui nous a embêtés parce que depuis la rentrée, on a été sollicité régulièrement et encore la semaine dernière, c'est-à-dire la semaine du début du 2e confinement, il y a une personne qui m'a contactée en me disant qu'elle était à une assemblée générale le lundi et puis qu'elle avait été dépistée positive dans les suites. L'assemblée générale en question, c'était la réunion de tous les profs du collège ou du lycée pour organiser, ça devait être un lycée parce qu'il s'agissait d'organiser l'activité partiellement en distanciel. Donc moi j'étais surprise que là au 2e confinement, il y ait encore des chefs d'établissement qui organisent des réunions en présentiel avec l'ensemble des personnes. Alors ça a été fait dans une salle plus grande, voilà, il y a des précautions qui sont prises, mais plus on réunit de personnes et plus on prend le risque qu'il y en ait une qui soit positive, plus on prend le risque que si la pièce n'est pas suffisamment aérée, qu'il y ait une contamination possible des collègues malgré le port du masque. Donc, sur la tenue de ces réunions, on s'est beaucoup battu depuis le début de la crise sanitaire pour essayer de les limiter. On a eu des demandes d'une personne fragile, par exemple, qui nous demandait si elle devait se rendre à la réunion, à l'animation pédagogique qui était prévue dans sa circonscription, une animation pédagogique qui aurait dû réunir une centaine d'enseignants. Pour nous, c'est une surprise qu'il y ait encore ce type de réunion qui soit organisée en présentiel. Alors, j'imagine que là, avec la crise sanitaire, ça ne sera plus le cas. Voilà un petit peu sur ces problèmes liés au brassage. Ce n'est pas le point le plus important, c'est aussi le point sur lequel on a mis en place des choses au niveau du 2e protocole, enfin du nouveau protocole qui est en œuvre actuellement. Donc, c'est des points un petit peu à suivre. Le brassage pose problème dans les internats, le brassage pose problème à la cantine, lors de la restauration. Donc, on n'a pas fait de préconisation particulière à ce niveau-là, parce qu'il y a des mesures qui ont été prises depuis, et puis qu'on est sur un autre registre. Un autre souci était vraiment de pointer la dégradation des conditions de travail qu'il pouvait y avoir liées au protocole sanitaire. Sur les repas échangés, ça c'est clair qu'on met en garde le plus possible, mais j'ai encore rencontré une chef d'établissement pendant les vacances qui m'a dit qu'elle allait réunir tout son service de vie scolaire et qu'ils allaient partager un repas. Donc je lui ai dit non, ça c'est pas possible, vous pouvez pas faire partager un repas, il faut que chacun mange à distance des autres. Et ça, là la communication, je pense, n'a pas été suffisante pour que les gens aient bien en tête les risques qu'il y a au moment des partages des repas. Alors, l'aération, le 2e point, donc, sur la prévention de la contamination aéroportée, et on arrivera ensuite au masque, c'est l'aération régulière des locaux. Donc, j'en ai déjà parlé dans cette première partie. Donc, avant même la crise sanitaire, on avait pu constater que les locaux scolaires ont une ventilation insuffisante. On n'a pas du tout de généralisation de mise en place de capteurs de CO, mais dans les quelques classes où ça a pu être fait ponctuellement parce qu'il y avait des plaintes, et des plaintes à type de maux de tête, en particulier pour les enseignants qui y enseignaient, on a pu se rendre compte que les taux de CO dans les salles de classe augmentent extrêmement rapidement. Vous mettez 30 personnes dans une salle qui n'est pas gigantesque et vous allez avoir au bout
au bout d'une vingtaine de minutes, d'une trentaine de minutes, des taux de CO2 qui peuvent monter au-delà des valeurs limites d'exposition. Et Jacques Hayesh expliquait qu'il faut, pour la contamination virale, rester à un niveau de CO2 qui est même inférieur à celui de la valeur limite d'exposition. La valeur limite d'exposition, le CO2, on le mesure parce qu'il est toxique pour l'organisme, effectivement. Hein. Donc, les symptômes, c'est souvent des maux de tête, des difficultés de concentration. L'augmentation des niveaux de CO2 n'est pas propice aux enseignements. Donc, c'est important de le faire baisser. Mais c'est aussi un marqueur de confinement. Et quand on parle de pollution intérieure, quand on parle bien sûr là de pollution virale, c'est un indicateur particulièrement important à suivre. Alors, les VMC ne sont pas toujours présentes, elles ne sont pas toujours en bon état de fonctionnement. Quand moi je fais des visites d'établissement, en général, je mets une feuille de papier devant les bouches d'aération pour voir si ça ventile, si ça ventile ou si ça aspire. Ça doit faire au moins l'un des deux si on veut que ce soit efficace. Et quand même, très régulièrement, on a des bouches de ventilation qui ne sont pas en fonction. Donc ça interpelle forcément. La ventilation mécanique des locaux scolaires en dehors des ateliers et des locaux de restauration a été dimensionnée pour des locaux à pollution non spécifique. Il y a des règles par rapport au dimensionnement des installations de ventilation et on est sur des locaux à ventilation non spécifique quand on est sur une salle de classe habituelle, disons. Il n'y a pas de travaux particuliers qui s'y font. Donc ça peut être insuffisant à la prévention de la transmission virale. C'est pour ça qu'il faut rajouter à la VMC, même quand elle est présente, quand même une ventilation supplémentaire. Par l'ouverture des fenêtres, par l'ouverture des portes, les deux si c'est possible, c'est encore mieux. Alors la difficulté que l'on rencontre pour cette aération, c'est qu'il existe un cahier des recommandations techniques, des recommandations qui datent de 1987 et qui recommandent de ne pas permettre l'ouverture complète des ouvrants pour éviter les risques de chute. Donc, c'est en se référant à ce document, mais aussi sur des décisions de justice qui ont mis en cause l'administration des enseignants quand il y avait eu des chutes d'élèves par la fenêtre, que certains chefs d'établissement ne se sont pas sentis autorisés à autoriser l'ouverture des fenêtres en grand. Alors, ce que l'on recommande, nous, c'est qu'il y ait une position claire prise pour la durée de la crise sanitaire, autorisant l'ouverture des fenêtres en grand. Certains chefs d'établissement sont passés outre cette interdiction, cette recommandation en tout cas, qui fait obstacle à cette ouverture. D'autres n'ont pas souhaité le faire et ils auraient besoin effectivement d'avoir une position officielle les autorisant à le faire. En revanche, il est important pour maintenir quand même la sécurité que cette ouverture des fenêtres puisse se faire peut-être sous la forme de protocoles d'aération qui prévoirait par exemple que l'enseignant qui utilise la salle de classe pendant la demi-journée assure l'ouverture des ouvrants. Alors soit on ouvre la fenêtre près de laquelle on se tient, soit on ouvre l'ensemble des fenêtres sur une période où les élèves ne sont pas dans la salle de classe. Enfin, il faudrait concevoir dans l'organisation de la vie des écoles et des établissements scolaires des protocoles d'ouverture des fenêtres pour prendre en compte à la fois l'exigence sanitaire et les exigences de sécurité. Donc, les protocoles qui pourraient préciser qui assurent l'ouverture et la fermeture de là ou des fenêtres et assurent la sécurité pendant le temps d'ouverture. Alors, bien sûr, une vigilance particulière est nécessaire maintenant que nous entrons en période hivernale. Sur la saisonnalité du virus, il y a peut-être un petit effet de la température extérieure, mais je pense qu'il y a surtout un effet indirect de la température extérieure. Quand il fait beau et chaud, on a tendance à plus ouvrir les fenêtres, on a tendance à plus être dehors. Et c'est beaucoup plus favorable à la limitation du risque de transmission virale. Alors, concernant nos demandes, donc outre les protocoles d'ouverture des fenêtres et une position officielle prise quant à la recommandation de 1987, nous demandons aussi qu'il y ait une généralisation, enfin nous conseillons qu'il y ait une généralisation de la mise en place des capteurs de CO2 dans les salles de classe.
C'est proposé dans le cadre des mesures concernant la pollution de leur intérieur et ça pourrait être bien sûr un apport intéressant pour mesurer le degré de confinement et inciter à l'aération des locaux. Alors, je vais aborder maintenant le point concernant le masque, donc qui est le cœur de notre réunion d'aujourd'hui. Donc, je vais m'y étendre un petit peu plus rapidement et puis je répondrai aux questions donc, à la suite de mon intervention. C'est extrêmement déstabilisant en fait, de se parler à soi-même. Je ne vois que moi là devant mon écran. C'est très particulier. Donc, merci. Merci beaucoup. Alors, sur la fourniture des masques, donc, la situation en l'absence de vaccin. Le port du masque va rester la mesure phare de prévention de la transmission épidémique, avec l'aération sans doute, qui va prendre du terrain. Il réduit le risque de transmission par gouttelette de façon importante, associé à une bonne ventilation des locaux. Il faut vraiment les deux. Il réduit également de façon importante la transmission par aérosol. Mais effectivement, les masques ne sont pas étanches. Si on devait porter des masques étanches, le souci, c'est qu'ils seraient sans doute beaucoup plus difficiles à supporter. Donc, on est toujours dans un compromis entre efficacité et confort. Et il faut que chacun réussisse à gérer son compromis aussi bien qu'il le peut. Le port du masque est obligatoire, sauf dans les situations où la personne est seule dans son bureau. Nous jugeons que cette obligation est indispensable, adaptée et proportionnée au risque au vu de la situation sanitaire actuelle. C'est important à rappeler. Nous avons eu quelques remontées sur le fait que, par exemple, il y a des circonstances en réunion dans les services administratifs des établissements où le chef d'établissement dit c'est bon, tout le monde est un peu éloigné, on peut enlever son masque. Ce n'est pas une bonne idée parce que, comme le disait Jacques Hayesh, le masque fixe du virus et diminue quand même la propagation du virus, y compris par aérosol. Donc, il faut maintenir le masque quand on n'est pas seul dans son bureau. On a même eu quelques retours sur des chefs d'établissement qui étaient anti-masques et où c'était très, très difficile de faire entrer la culture du masque dans l'établissement. Donc, ça, c'est extrêmement problématique. On a besoin de masques. Alors, sur la façon dont on a alimenté en masque, le principe, quand même, je peux répondre peut-être là aux questions qui ont été posées par rapport aux masques DIM. Les masques DIM donc, ont été, pour améliorer la prévention, le fabricant a mis des nanoparticules de zéolite d'argent et de produits supposés désinfectants. Alors, d'après les recherches qu'on a pu faire, ces produits n'ont pas fait la preuve de leur amélioration de la prévention. Ce n'était pas inintéressant, mais la preuve de l'efficacité n'est pas apportée. Et la Commission européenne a refusé d'homologuer ces nanomatériaux comme des désinfectants. D'autre part, s'agissant de nanoparticules, ces produits n'ont pas non plus fait la preuve de leur innocuité. Et il y a une étude qui a été menée par l'INSERM concernant ces masques qui disait que normalement, s'ils avaient été lavés avant utilisation, le risque d'inhalation de nanoparticules était extrêmement faible, mais que par principe de précaution, dans la mesure où on n'est pas du tout sûr que ça apporte quelque chose sur le plan virologique et où on n'est pas sûr du tout que ce soit, sans danger, il était prudent de les retirer. Voilà un petit peu par rapport à ça. Alors, sur le choix du masque, effectivement, les masques FFP2 sont des masques qui sont beaucoup plus protecteurs. Il existe d'ailleurs une catégorie encore supérieure qui sont les masques FFP3 qui protègent encore mieux. Il faut savoir quand même que sur ce type de masque, quand on les avait en usage prolongé, quand on les a en usage prolongé en milieu professionnel, ce sont des masques qui sont là normalement pour protéger la personne qui les porte et pas pour protéger l'environnement, même s'ils font les deux de façon efficace. Et donc, la plupart du temps, quand les personnels, quand les ouvriers, par exemple, sur un chantier de désamiantage, doivent porter les masques FFP3 pendant toute une demi-journée, ces masques sont pourvus d'une valve expiratoire et parfois même d'un système de ventilation du masque qui permet d'en rendre le port supportable. Donc, c'est vrai qu'on a eu pas mal de demandes pour des masques FFP2
Les personnes qui doivent les porter considèrent qu'en général, au bout de 2-3 heures de port, c'est vraiment extrêmement pénible. Il y a des maux de tête, il y a une intolérance qui est importante. Donc, on n'était pas favorable forcément au masque FFP2. Par ailleurs, en milieu scolaire, où on ne peut pas respecter strictement les mesures qui sont prises en milieu sanitaire sur le port de masque, la façon dont on porte le masque est au moins aussi importante que le choix du masque. Et le fait effectivement qu'on ne porte pas ses doigts à son masque, qu'on se tienne quand même à distance des personnes pour qu'il n'y ait pas trop de projection sur l'extérieur du masque, ou alors qu'on protège l'extérieur du masque, peuvent être des mesures de prévention qui sont au moins aussi importantes. On peut mettre le masque qu'on veut, que ce soit du FFP2, du chirurgical ou du tissu. Si on contamine l'extérieur du masque et qu'on manipule ensuite le masque avec les mains, on risque de se contaminer quand même, indépendamment de la catégorie du masque. Sur nos préconisations sur la fourniture des masques, nous conseillons la généralisation des consignes données aux familles concernant la fourniture d'au moins 2 masques pour la journée avec changement de masque au moment de la restauration. Ça, c'est pour essayer de réguler autant que possible les ports et les retraits de masques, parce que c'est des manipulations qui sont à risque. Et s'agissant d'un équipement qui doit garantir la sécurité de l'ensemble de la communauté éducative, il est intéressant, et je pense que maintenant c'est à peu près fait, que les établissements puissent disposer de masques pour dépanner les élèves oublieux et pourvoir au remplacement des masques trop abîmés en cas de défaillance des familles. On a eu des signalements de profs qui nous disaient que dans leur établissement, alors c'est très variable selon les établissements, il y a des endroits où ça se passe très très bien, mais dans certains établissements, les élèves ont eu un masque fourni par la famille à la rentrée, parfois un masque chirurgical, et ils ont continué à porter le même masque pendant 3, 4, 5, 6 semaines. Donc, ce qui pose bien sûr problème. Et là, s'agissant d'une mesure, ce n'est pas seulement pour protéger les élèves, c'est essentiellement pour protéger leur environnement. Donc, il nous semble qu'il y a une responsabilité de l'institution pour se substituer aux familles quand celles-ci n'assurent pas le remplacement des masques. Alors, ça, c'était pour les généralités concernant la fourniture des masques. Concernant le port du masque en EPS, s'appuyant sur le protocole sanitaire, donc les enseignants ont adapté autant qu'ils pouvaient leur enseignement. Il nous semble qu'il y a des risques résiduels qui sont le risque de transmission manuportée lors de la manipulation d'équipements partagés, le risque de transmission par manipulation du masque personnel qui pourrait être souillé à l'extérieur, c'est particulièrement vrai en EPS puisque les élèves ne portent pas de masque au moins sur une partie du cours, et le risque de transmission aéroportée lors des activités en milieu clos, si les élèves, en particulier si les élèves ne portent pas de masque et si la ventilation ne peut pas être suffisante. Donc l'EPS reste un sujet de préoccupation pour nous, en particulier là où il va y avoir de moins en moins d'activités en extérieur. Alors, moi, je ne suis pas compétente pour juger de la possibilité de faire ou non une activité physique avec le port du masque. Je sais qu'il y a des profs de PS qui ont demandé à leurs élèves de continuer à porter le masque. Ça demande sans doute une adaptation des activités, du type d'activité. C'est clair que quand c'est possible, si les élèves peuvent continuer à porter le masque, c'est mieux. Ensuite, si le port du masque par les élèves n'est pas possible, alors à ce moment-là, il faut songer à mieux protéger les enseignants. Il faudrait aussi protéger les élèves entre eux, hein, mais nous, ça sort de notre champ de compétences en médecine de prévention. Et nous recommandons de leur proposer au moins, je sais qu'il y a certains profs de PS nous ont dit que la visière, en plus du masque, ce n'était pas confortable. La visière, vous savez qu'elle ne protège pas, mais elle peut permettre quand même de limiter la souillure de l'extérieur du masque qui est porté. En particulier en EPS où les élèves s'approchent parfois. On est allé voir des cours de PS, hein, les profs demandaient aux élèves de s'éloigner ou de mettre leur masque quand ils s'approchaient d'eux pour éviter effectivement que leur masque soit souillé à l'extérieur. Le port d'une visière pourrait être intéressant. En tout cas, il faudrait au moins que les enseignants aient la possibilité d'y avoir recours et qu'ils puissent faire le choix de la porter ou non. Par rapport au risque de transmission d'objets de la main à la main, il serait nécessaire que tous les élèves puissent se désinfecter les mains à plusieurs reprises pendant le cours de PS. Dans l'établissement où je suis allée voir un cours de PS,
La chef d'établissement m'a dit qu'elle avait 0 € pour la crise sanitaire et qu'elle estimait que la fourniture… Alors, il y a de la solution hydroalcoolique à l'entrée du gymnase. Quand ils entrent dans leurs 2 heures de cours, les élèves se nettoient les mains. Mais bien sûr, au cours des 2 heures de cours, il peut y avoir de multiples situations de contamination. Il serait souhaitable qu'ils puissent, plusieurs fois pendant l'heure de cours, se désinfecter les mains à la solution hydroalcoolique. Et ça, ce n'est pas possible. Donc, il faudrait vraiment mettre beaucoup plus massivement de la solution hydroalcoolique à disposition là où on partage des objets. Pareil en cours de récréation. Et ça, malheureusement, il n'y a pas les moyens n'ont pas été donnés aux établissements et aux écoles de le faire. Elle me disait, j'estime moi, c'est comme pour le masque, que c'est aux familles de fournir de la solution hydroalcoolique à leurs enfants. Là aussi, on est dans une mesure de protection pour l'ensemble de la communauté éducative et pas pour l'élève lui-même. Et on pense aussi qu'il y a une responsabilité, en tout cas un rôle à jouer par l'institution à ce niveau-là. Le risque, alors le troisième point, je ne vais pas m'y étendre parce que ça va être très largement abordé par Madame Perry, le docteur Perry cet après-midi, c'est celui de l'aggravation des problèmes de voix. Puisque vous êtes déjà sur un métier très à risque par rapport à la voix. C'est particulièrement vrai aussi dans certaines matières, et l'EPS en fait partie aussi, donc c'est un peu double peine là, pour les profs de PS, mais pas que pour eux. Il faut savoir que les problèmes de voix, les dysphonies, pour ceux qui n'en ont jamais souffert, ils ne se rendent pas forcément compte que c'est une affection grave dont il est très difficile de se débarrasser et qui fait souffrir tant dans la vie professionnelle que dans la vie personnelle et dans la vie privée. Donc la prévention est vraiment primordiale. Nous recommandons que l'ensemble des enseignants puissent avoir accès soit à un micro, soit à un système d'amplification vocale, quel qu'il soit. Là encore, on n'est pas pour faire des injonctions. On est pour que les gens puissent prendre en main leur prévention en ayant différentes options possibles, que ce soit le choix du masque, la mise à disposition d'un amplificateur vocal ou d'un micro, que ce soit la mise à disposition d'une visière. C'est tous des choses sur lesquelles il faudrait que les enseignants puissent agir dans leur environnement de travail. La transmission de la voix est très variable en fonction de la qualité des masques. Donc, il faudrait prendre en compte cet élément quand on choisit les masques pour les enseignants. Globalement, les masques chirurgicaux transmettent mieux les vibrations vocales que les masques tissus. Et les masques tissus, plus ils sont épais, plus ils absorbent les vibrations vocales et plus ils font obstacle à la compréhension et simplement à l'écoute. Donc ça, c'est quelque chose qui doit être pris en compte. Par ailleurs, alors Madame Perry reviendra sans doute cet après-midi, mais la Société française de phoniatrie et de laryngologie a émis une recommandation à l'intention des enseignants. Il faut que les enseignants y aient largement accès. Je pense que ça va pouvoir se faire, mais c'est vraiment important. Je ne vais pas en dire plus sur la question des problèmes de voix, puisque ce sera très largement abordé cet après-midi. Sur le masque, on a aussi la mise en difficulté des personnes déficientes auditives. Le port du masque par les élèves rend l'activité difficile, voire impossible pour des enseignants qui se savaient porteurs d'un handicap auditif, mais aussi pour ceux chez lesquels ça a révélé la difficulté. C'est-à-dire qu'ils s'en sortaient à peu près, ils ne s'étaient pas trop posé de questions, et puis le masque arrive, et là, ils ne comprennent plus du tout ce que disent leurs élèves. Alors là, on est encore à court de solutions. On pense là aussi que les enseignants doivent avoir le choix et il est prévu maintenant qu'il y ait des masques inclusifs qui soient fournis à l'entourage des professeurs déficients auditifs. Normalement, ces masques avaient été annoncés et devraient commencer à arriver. On n'est pas sûr que ce soit la panacée pour tout le monde parce qu'ils font plus obstacle à la transmission de la voix et ça peut être une difficulté. Il y a des enseignants qui ont demandé à avoir accès à la classe numérique dans la salle de classe, c'est-à-dire qu'ils sont en présentiel, mais quand ils sont dans des lycées 4.0, ils voudraient que leurs élèves puissent utiliser les tablettes de façon à permettre l'amplification de la voix des élèves au niveau de l'ordinateur. Donc, on ne sait pas si ça a pu être testé, mais ça nous semblait une idée intéressante, au moins dans les lycées 4.0. Donc, je ne sais pas si ça a pu se faire ou pas, mais ce serait intéressant. Il y a des enseignants qui ont demandé l'autorisation ponctuelle de retirer le masque pour permettre à leurs élèves, quand leurs élèves prennent la parole, pour leur permettre d'entendre mieux ce que disent leurs élèves. Ça pose bien sûr des problèmes par rapport à ce qui a été présenté avant.
Nous, on pense que ça doit être vraiment en dernier recours et si possible, on pourrait aussi imaginer d'équiper des salles de classe avec des systèmes de micro individuels pour les enseignants déficients auditifs si on devait s'installer un petit peu de façon prolongée avec le port du masque en classe avant de recourir à ce type de solution qui pose problème sur le plan virologique. Le passage d'un micro d'un élève à l'autre pour amplifier la voix des élèves pose bien sûr problème aussi, puisqu'on est sur une transmission, un risque de transmission manuportée. Donc, on n'a pas encore de bonne solution pour les enseignants déficients auditifs. Les autres effets du port du masque, donc on sait que le port du masque, et ça, il y a des publications scientifiques à ce sujet. L'INRS a publié une synthèse des publications à ce sujet-là. Le port du masque, donc c'est un port du masque qui est antérieur à la crise sanitaire. C'était les personnes qui portaient des masques chirurgicaux ou FFP2 dans le cadre de leur activité professionnelle autre, en particulier en milieu sanitaire. Donc, quand il y a un effort physique en particulier, et je rappelle que la parole est un effort physique, ça peut générer des effets sur la fréquence cardiaque, la fonction respiratoire et les échanges thermiques. Ça peut provoquer aussi un inconfort cutané et une gêne oculaire en particulier parce qu'il y a des fuites d'air vers les yeux. Le port du masque fait également obstacle à la communication paraverbale, aux apprentissages relatifs à la phonation, ça vous êtes bien placé pour le savoir, l'apprentissage des sons en maternelle bien sûr, pas seulement, et en cours de langue en particulier. Alors, ce qu'on recommande, c'est d'associer les utilisateurs au choix des équipements de protection. Ça, c'est vraiment une constante. Quand on est associé au choix, c'est mieux. Et il n'y a pas un bon masque pour tout le monde. Il y a des gens qui seront mieux avec du chirurgical, il y a des gens qui sont mieux avec du textile, il y a des gens qui seront mieux avec du FFP2 parce qu'ils se sentiront plus protégés. Il faudrait que les gens puissent quand même une possibilité de choix de leur masque. Sur les masques avec fenêtre transparente, ça pourrait être intéressant pour tout ce qui est phonation et paraverbal, sous réserve que ça n'augmente pas les contraintes vocales. Et pour améliorer la tolérance du port du masque et en diminuer les effets désagréables généraux et locaux, nous recommandons, ainsi que le fait la publication de l'INRS, la réalisation de pauses sans port du masque, avec des pauses qui devraient être de 5 à 10 minutes toutes les 2 heures, idéalement à l'extérieur, à défaut devant une fenêtre grande ouverte, en respectant dans tous les cas les règles de distanciation physique. Mais c'est important d'avoir des pauses au port du masque. Plus on aménage les conditions pour que ce soit supportable, et mieux ce sera respecté. Donc, en matière de prévention globale, je pense qu'on y gagne. Voilà un petit peu sur tout ce qui est transmission aéroportée, comme je pense qu'il doit y avoir pas mal de questions. Je vais passer assez vite sur la suite, sur la transmission par voie manuelle, la transmission manuportée, et puis on pourra passer aux questions. Donc, les protocoles de nettoyage. Alors, le virus, il a une enveloppe lipidique qui est nécessaire pour qu'il se fixe et qu'il se réplique. À partir du moment où on supprime l'enveloppe lipidique du virus, le virus est inactif. Donc, des détergents simples sont actifs sur le virus. Il faut simplement que le nettoyage soit bien fait. Il ne faut pas forcément se focaliser sur l'utilisation de produits désinfectants et de produits virucides. Il faut nettoyer régulièrement les clenches de porte, il faut nettoyer les interrupteurs, mais il faudrait en fait avoir de bons protocoles de nettoyage habituels. Il faut savoir aussi que si on utilise des désinfectants sur des surfaces qui sont souillées, le désinfectant n'est pas efficace. Donc, le nettoyage est efficace et doit être fait de façon efficace. La désinfection, c'est possible, mais la désinfection sans nettoyage, en tout cas, ça ne marche pas, ça c'est sûr. Par ailleurs, à utiliser trop de produits désinfectants, on sélectionne des germes, comme par exemple des méningocoques ou des staphylocoques, qui peuvent devenir résistants et on risque d'avoir d'autres problèmes bactériologiques. Donc, je sais que le protocole de déconfinement était très, très axé sur la désinfection. D'abord, ça fait porter une lourde responsabilité sur des personnels d'entretien, alors que le problème n'est pas essentiellement là. En cours de journée, on recommande vraiment l'utilisation de solutions hydroalcooliques. D'ailleurs, plutôt que le gel, dans le gel, il peut y avoir des substances annexes, par exemple des parfums, etc., qui peuvent poser des problèmes d'infection. Voilà, donc le nettoyage régulier des mains, on l'a évoqué. Donc, donner accès à la solution hydroalcoolique aux élèves et au personnel dans chaque salle de classe, dans chaque lieu de vie des élèves et des personnels, même là où il y a de l'eau et du savon. L'eau et le savon, ça suppose d'interrompre ce qu'on est en train de faire pour se laver les mains.
mains, alors que là, si j'éternue, je peux prendre mon flacon de solution hydroalcoolique et me nettoyer les mains en continuant à vous parler. Donc, il faut les deux. Il faut des pulvérisateurs, probablement. Là, il faut faire attention pour ne pas pulvériser vers le visage, bien sûr, mais avec un pulvérisateur, on peut très facilement, à l'entrée d'une salle de classe, faire défiler les élèves et pulvériser un petit peu de solution hydroalcoolique sur leurs mains. On peut comme ça vraiment améliorer la prévention sur la transmission manuportée. Voilà un petit peu ce que moi je souhaitais vous dire. Et puis maintenant, je suis disponible pour répondre à vos questions, celles que vous avez posées, et puis celles aussi que vous avez posées avant sur lesquelles je peux avoir des éléments de réponse. Alors, on a eu beaucoup de questions sur les masques auxquels vous avez répondu, hein. Alors, on a eu une question aussi au tout début, c'était sur les personnes vivant avec une personne vulnérable qui ont eu péniblement des masques chirurgicaux et c'est tout. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres choses à mettre en place pour ces personnes-là? Alors, sur les proches de personnes vulnérables, effectivement, l'état de la réglementation, c'est toujours ça. Il y a eu des évolutions réglementaires mardi. Donc, on va peut-être pas aborder ce sujet parce que ça va être très, très vaste. Je pense qu'il faut globalement raisonner de telle façon qu'on diminue au niveau le plus bas possible son risque de contamination par le port d'un masque chirurgical, par la ventilation. Éventuellement, on parlait pour les profs de PS du fait de porter une visière en complément du port du masque. C'est un petit peu nous ce qu'on a préconisé comme renforcement des mesures barrières. C'est la distanciation physique dans toutes les situations, le fait que quand on va dans des réunions, il y a un petit peu trop de monde, ben on entre en dernier, on sort en premier pour éviter d'être dans le flux, qu'on se tient à distance des autres, que si une personne ne porte pas le masque, on ne reste pas à la réunion. Voilà, c'est un petit peu les conseils que nous, on donne par rapport à ça. Alors, on a parlé avant du fait de prévenir ou non les familles quand il y avait un cas. Je pense qu'effectivement, on gagnerait tous à ce qui est de la transparence, bien sûr. En même temps, je pense qu'on est vraiment dans une période épidémique où il y a beaucoup de personnes qui sont soit cas contact. Et il faut vraiment tout faire comme si on était en présence d'un cas dans la vie en général. Y compris dans sa vie personnelle quand on peut le faire. Alors tout le monde n'a pas la même possibilité de le faire et ça c'est dommage. Mais voilà un petit peu ce que nous on peut conseiller comme prévention. Sur un reconfinement généralisé des personnes vulnérables et des proches de personnes vulnérables, à titre personnel, je n'y suis pas favorable parce que je pense qu'on a besoin de vivre avec ce virus. Il va rester encore pendant un certain temps. Donc il faut qu'on apprenne à vivre avec le mieux possible. Très bien. Alors, je vois juste là, la question est revenue plusieurs fois sur la distribution, le ramassage des cahiers et des feuilles. Donc, les élèves s'en chargeaient avant. Maintenant, c'est à nous qu'incombe cette tâche, oui ou non. Et puis, pareil, il y avait une question sur le fait, est-ce qu'il faut désinfecter du coup le cahier des élèves nous-mêmes? Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, la désinfection du cahier des élèves, je pense que c'est peut-être un petit peu compliqué quand même à mettre en œuvre. On peut désinfecter la couverture, mais on ne va pas pouvoir désinfecter les pages forcément de façon efficace. À la rentrée, le ministre avait communiqué de façon massive, pas vers nous malheureusement, mais vers les médias, en disant que tout le monde allait retourner au travail avec un renforcement des gestes barrières pour les personnels vulnérables. On revient un petit peu à ça, hein, vous le verrez si vous avez l'occasion de voir ce qui est sorti mardi. On a fait un document de renforcement des gestes barrières, de conseil de renforcement des gestes barrières autant qu'on pouvait. C'est compliqué à l'éducation nationale. Et par rapport à la manipulation des cahiers, on conseillait aux personnes vulnérables, mais ça vaut pour tout le monde hein, finalement. C'est peut-être une des rares situations où ça peut être intéressant de porter des gants. Les gants, c'est vraiment une fausse sécurité hein, parce qu'on se lave beaucoup moins les gants que les mains. Mais c'est vrai que si on doit manipuler tout de suite des choses, ou alors on ramasse les cahiers effectivement, et tout de suite après, on se lave les mains à la solution hydroalcoolique. Alors les cahiers, je pense qu'on les corrige au quotidien, hein, donc on ne peut pas les laisser de côté. Pour les profs qui ont des paquets de copies, on leur a conseillé d'attendre 2-3 jours avant de les corriger. Pour les cahiers, effectivement, donc peut-être quand même mettre des gants pour la période où on corrige les cahiers, les enlever, les jeter tout de suite après, ou alors avoir vraiment sa solution hydroalcoolique à côté de soi et puis se désinfecter régulièrement les mains. Après, c'est un risque, encore une fois, ce risque de transmission manuportée, c'est vraiment pas le principal. Il reste un risque, c'est un risque, disons, où on pense qu'il y a un risque, effectivement, quand on passe quelque chose de la main à la main. Il ne faut pas le surestimer non plus.
Voilà un petit peu ce qu'on peut dire. Désinfecter, ça me semble très peu réaliste. Il vaut mieux se désinfecter les mains que de désinfecter les objets parce qu'on n'en finit plus de désinfecter les objets. Oui, justement, il y avait la question aussi, le fait que les cahiers soient en contact les uns avec les autres, en pile. Est-ce que c'est un problème supplémentaire? A priori, non. Voilà, parce qu'ils vont être redistribués. Alors, ça dépend si vous les redistribuez tout de suite ou pas. Mais c'est un problème théorique, disons. On ne sait pas très bien s'il y a vraiment une incidence à ce niveau-là. Si vous redistribuez les cahiers le lendemain, par exemple, probablement que non. Si vous les corrigez entre midi et deux, que vous les redistribuez l'après-midi, le risque est sans doute un petit peu plus important. Alors, au niveau des masques, on avait la question, pourquoi est-ce qu'en fin d'année dernière, on avait accès à des masques chirurgicaux et qu'il y a eu machine arrière à cette rentrée? On a privilégié les masques en tissu. Et autre question, donc pour les personnes qui travaillent en maternelle, qui sont donc proches des enfants, est-ce que la visière est nécessaire en plus du masque si on est avec une personne à risque ou même autrement? Alors, j'ai donné effectivement, alors sur les masques, à ma connaissance, au déconfinement, c'était des masques textiles déjà qui avaient été choisis. C'est un choix qui interroge. Non, il y avait des Non, masques. on avait des masques Ah oui, chirurgicaux. Ouais. oui, 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 effectivement. Hein. Alors, je pense que j'imagine qu'ils ont dû compter les sous que ça coûtait. Voilà, les masques chirurgicaux sont quand même un petit peu plus sécurisants et en particulier par rapport à la fixation du virus dont parlait Jacques Hayesh, hein, ils sont quand même normalement conçus pour ça. Les masques textiles, c'est un peu plus aléatoire certainement. Après, encore une fois, je pense que c'est vraiment la façon dont on les porte qui joue. Les masques chirurgicaux, si on en fournit 2 par jour, ça a au moins le mérite d'éviter un certain nombre de manipulations. On peut les jeter, on a les élastiques derrière, donc quand on boit le café, on peut ouvrir, boire sa gorgée de café, remettre le masque. Ça aurait eu le mérite d'être clair. On trouve actuellement des boîtes de masques, de 50 masques à 4-5 euros. Il en faut une par mois par enseignant. C'est pas le bout du monde par rapport à une journée de réa en particulier. C'est clair que on peut déjà financer, si ça permet d'économiser quelques journées d'hospitalisation en réanimation. Outre l'aspect humain, je pense que sur le plan économique, il n'y a pas photo. Après, sur la visière, moi, je pense que même si la visière n'est pas efficace en elle-même, elle permet d'éviter la souillure du masque. Alors en maternelle, est-ce que c'est nécessaire? C'est toute la question. On ne sait pas complètement y répondre. Probablement peu, parce qu'effectivement, les élèves, ils peuvent être porteurs du virus, mais le virus ne se fixe pas, la durée de contamination est très brève. Est-ce qu'ils diffusent le virus autour d'eux? On ne sait pas. Donc, si on vit avec une personne fragile, peut-être que ça vaut la peine quand même de supprimer ce risque, c'est-à-dire si on supporte bien la visière, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, voilà. Moi, je trouve que plus les gens auront le choix, il faut qu'ils fassent leurs arbitrages entre ce qui est confort et comment ils se sentent en sécurité. Ça apporte un plus. Mais encore une fois, il faut beaucoup plus se méfier. Alors, pas encore une fois, parce que je ne l'ai pas encore dit, je le dis souvent, mais pas encore aujourd'hui. Il faut beaucoup plus se méfier de ses collègues que de ses élèves. Parce que c'est vraiment dans les échanges avec les collègues qu'il y a les circonstances où on risque le plus d'être contaminé. Alors, on n'a malheureusement pas, alors ça, je rejoins ce qu'a dit Jacques Hayesh aussi avant, on n'a pas eu d'analyse, et ça c'est très très frustrant, sur la positivation des cas contacts. On aurait aimé savoir dans quelles circonstances, quand on a été en contact avec qui on se positive. Est-ce que c'est quand on a été en contact avec un collègue contaminé ou est-ce que c'est quand on a été en contact avec un élève contaminé? Ça, on aimerait bien le savoir et on n'a pas les chiffres. Alors, il y avait une question sur les masques jetables non chirurgicaux qu'on trouve en grande surface. Est-ce qu'il y a une différence ou pas avec les masques chirurgicaux qu'on peut trouver en pharmacie? Alors ça, c'est difficile de répondre. Normalement, quand même, il y a une homologation des masques. Alors, on n'est jamais à l'abri du fait qu'il y ait des dérives, bien sûr. On avait regardé un petit peu ça. Il y a des masques qui sont adaptés au pansement. C'est-à-dire vous avez les masques chirurgicaux qui vont être utilisés en bloc opératoire pour vraiment quand on fait des opérations à cœur ouvert, enfin, etc., ou des opérations sur l'os, par exemple, où le risque infectieux est extrêmement grave, où là, on a une catégorie de masques chirurgicaux. Donc, quand on voit que ce ne sont pas des masques chirurgicaux, c'est en général parce qu'ils font partie de la deuxième catégorie, qui sont des masques qui sont utilisés effectivement pour travailler proprement
pour faire une suture, pour faire de la petite chirurgie, disons, ou des soins de pansement, ou ce genre de choses. Donc, c'est cette deuxième catégorie de masques qui est distribuée au personnel vulnérable. Alors, on a eu beaucoup de questions aussi sur le lavage des mains. Donc, est-ce que c'est pas mieux de privilégier le lavage des mains à l'eau et au savon plutôt qu'au gel ou à la solution hydroalcoolique au niveau des conséquences que ça peut avoir sur les mains? Il y a déjà des collègues qui constatent que les enfants ont les mains très abîmées, qui s'inquiètent aussi avec l'hiver, avec le port des gants. Et est-ce que c'est obligatoire de vraiment se laver les mains avant, après la récréation? Alors, c'est très fortement conseillé, hein. Le lavage des mains, c'est quand même un point important. Sur le lavage des mains, il faut savoir que ce qu'on utilise le savon lui-même sur les mains, paradoxalement, le savon et le lavage des mains à l'eau et au savon dessèche la peau parce qu'on a naturellement sur la peau un filtre lipidique qui est extrêmement protecteur. Et quand on lave les mains à l'eau et au savon, on détruit ce film lipidique, hein. C'est une grosse difficulté pour les personnels sanitaires, hein, qui doivent se laver les mains en permanence au cours d'une journée. Pour nous, c'est complémentaire. Alors, le lavage des mains à l'eau et au savon est indispensable quand les mains sont sales. Je reprends ce que j'ai dit avant par rapport au nettoyage des locaux. Hein, il faut déterger à l'eau et au savon. Alors, il y a des détergents doux quand il s'agit des mains, mais il faut déterger pour enlever les salissures. Si on met tout de suite de la solution hydroalcoolique, on ne va pas être efficace. Donc, c'est complémentaire. Hein, quand on s'est sali les mains dans la cour de récréation, qu'il y a de la terre, qu'il y a de la morve, qu'il y a un certain nombre de choses sur les mains, il faut les laver à l'eau et au savon. L'utilisation de la solution hydroalcoolique, moi je le vois en complément. Quand un enfant, par exemple, a éternué dans la salle de classe ou s'est mouché, eh ben, on lui demande, pour ne pas interrompre le cours et lui demander d'aller se laver les mains à l'eau et au savon, surtout s'il n'y a pas de robinet dans la salle de classe, eh ben, on peut tout à fait lui désinfecter avec la solution hydroalcoolique. La solution hydroalcoolique, sur l'expérience que moi j'en ai, et finalement au départ on était un peu perdu avec la solution parce qu'elle est très liquide, donc ça a tendance à couler quand on ferme mal les mains, mais elle abîme de mon point de vue beaucoup moins les mains que les gels qui contiennent d'autres substances. Hein, voilà, donc je vois que là quelqu'un demande l'alcool est-il dangereux pour les enfants? Oui, comme pour tout le monde en fait, hein. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un petit passage transcutané, c'est des alcools qui sont dedans, donc mais normalement, disons, on est quand même sur des quantités qui restent infimes. Alors il ne faudrait pas basculer en revanche dans le TOC, dans le trouble obsessionnel compulsif et se nettoyer toutes les 2 secondes les mains à la solution hydroalcoolique, hein, tous les quarts d'heure, 20 minutes, je pense qu'on n'a pas de risque. Mais sinon, il y a un petit passage transcutané et l'alcool, ben, on sait ce que ça donne par voie digestive, ça peut donner la même chose par voie transcutanée en théorie. Nous, c'est vrai qu'on nous l'avait déconseillé pour les enfants en maternelle, notamment. On nous a même interdit de leur donner du gel hydroalcoolique à Ouais. cause de ces soucis-là. Donc, je ne sais pas. Nous, c'est ce qu'on a eu comme consigne, hein. On n'a pas le droit de leur mettre de gel. Ou Oui, alors il faut sans doute plus les enfants sont petits, plus il faut être prudent, hein, ça c'est évident, quoi. Donc, il y avait des questions sur l'EPS aussi. Il y avait une collègue qui demandait si ce ne serait pas mieux de faire EPS dehors sans masque, du coup, puisque le renouvellement de l'air est plus aisé. On a les distances quand même. Il y a une question aussi sur le fait, là, il y a une école rurale où il y a la randonnée qui est apparue au programme cette année. Est-ce qu'on peut randonner aux abords de l'école afin de continuer l'EPS tout en restant en extérieur? Et aussi, si on ne se sent pas en sécurité pour ces cours d'EPS à l'intérieur, est-ce qu'on peut refuser de faire ces cours? Alors, refuser de faire ces cours, je ne crois pas qu'on ait le droit de refuser de faire cours, en tout cas, mais j'espère que les enseignants ont quand même suffisamment de marge d'organisation pour essayer de minimiser leurs risques, y compris dans le choix de leurs activités, parce qu'il est clair que le choix des activités est fondamental dans la prévention du risque PS, hein. Alors, l'extérieur, le risque est considérablement minimisé en extérieur dans la mesure où on supprime pratiquement le risque par aérosol. Il reste le risque par postillon et éventuellement le risque par matériel partagé quand on est sur du partage de matériel. Dans les cours de PS que moi j'ai vus, il y avait du baseball. Oui, donc il y avait un petit peu de passage de matériel d'une main à l'autre. C'est pour ça que j'avais préconisé qu'il y ait vraiment plus de solutions hydroalcooliques disponibles.
L'extérieur, oui, on ne peut que recommander l'extérieur quand on peut faire à l'extérieur, sachant quand même que si les élèves sont très proches les uns des autres, le risque de transmission par postillon reste là. Hein, donc, si vous pouvez favoriser l'extérieur, faites l'extérieur. Si vous faites de l'intérieur, essayez d'avoir des choses où vous allez ventiler autant que vous pouvez. Si c'est possible d'avoir des activités où les élèves gardent un petit peu le masque parce qu'on est sur des choses qui ne sont pas du cardio, des choses qui vraiment sollicitent énormément la respiration, on peut le privilégier aussi. Hein. Je sais que parfois il y a des choses qui ont à voir avec la relaxation, ce genre de choses. Alors la respiration est importante aussi en relaxation. Donc, on est dans la négociation de compromis, mais il faut que les enseignants puissent et de la marge de manœuvre pour négocier leurs compromis, c'est important. Alors justement, au niveau de la récréation, on se posait la question, plusieurs se posent la question. Alors déjà, vous préconisiez un temps de pause dans la journée pour les enseignants sans masque. Donc, est-ce que à la récréation, ce ne serait pas le moment justement où ils pourraient en profiter pour enlever le masque, ce qui est pas, pour le moment, c'est pas autorisé. Et pareil pour les enfants parce que ils courent, ils se dépensent beaucoup, ils transpirent, donc leur masque se souille aussi. Donc pourquoi leur imposer le masque dehors? Voilà. Oui, alors pourquoi leur imposer le masque dehors? Pour éviter, le masque va avoir deux intérêts, c'est d'éviter les postillons, hein, parce que quand on court et qu'on crie et tout ça, on postillonne beaucoup. Et le deuxième intérêt, c'est d'éviter de souiller des surfaces éventuellement. Alors, ils ont droit au ballon, hein, il me semble quand même. Donc, c'est vrai que c'est par rapport à ça, on diminue le risque qu'il y ait des postillons sur le ballon et des postillons qui soient potentiellement contaminants. Voilà l'intérêt à mettre, à mettre le masque. En revanche, pour moi, c'est complètement contradictoire avec le fait qu'on ne porte pas le masque en EPS. Si on peut faire une récréation avec un masque, voilà, c'est à peu près la même chose, sauf que le PS, c'est un peu plus borné. Le prof, normalement, a un certain contrôle des activités des élèves, c'est peut-être plus difficile en récréation. On va être là peut-être quand même sur des choses qui ont à voir avec la limitation du brassage. Là-dessus, on va avoir une prévention qui peut être un peu plus efficace, puisque si on est en contact avec 30 personnes, il y a moins de risques qu'il y en ait une contaminée et qui nous contamine que si on est en contact avec 100 personnes. Donc, c'est un petit peu ça l'idée. Oui, et notamment encore avec ce problème de masque. Alors déjà, le masque, ben, quand il est souillé, enfin, qu'est-ce qui se passe pour ces masques? Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi pour les élèves à ce moment-là? Ils l'utilisent parfois plusieurs jours, qui ne changent pas régulièrement, des élèves qui ne changent pas assez de masque. Et puis, bah, le fait aussi que quand ils courent, ben, ils humidifient le masque et normalement, on sait qu'un masque humide est beaucoup moins efficace. Donc, Oui, encore… L'efficacité est moindre. On n'est pas dans une logique de la suppression complète du risque. Hein. On est dans une logique, sinon on serait tous confinés à la maison comme on l'a été au mois de mars. Alors, on est dans une logique de faire baisser le risque au niveau le plus bas possible. Alors, dans les centrales nucléaires, alors c'est pas forcément une comparaison très réjouissante, mais dans les centrales nucléaires, il y a une zone qui s'appelle la zone ALARA. C'est un acronyme anglo-saxon pour As Low as Reasonably Achievable, donc aussi bas que c'est raisonnablement possible. Et je pense qu'il faut qu'on soit sur un raisonnement à l'ARA. Hein, c'est-à-dire qu'il faut qu'on essaye de faire baisser le risque au niveau le plus bas possible pour qu'il devienne presque infime et en maintenant une qualité de travail et une qualité de conditions de travail qui soient acceptables dans la durée et qui ne génèrent pas trop d'autres risques. Voilà, c'est vraiment un compromis. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Alors, il y avait aussi le fait que vous émettiez beaucoup de recommandations, de choses que vous préconisez, mais qui ne sont pas appliquées forcément. Donc, qu'en est-il? Comment faire pour que vos recommandations soient appliquées et prises en compte par le ministère? Alors, nous sommes conseillés. Ce compte-rendu que je vous ai présenté là, il a été adressé donc au secrétaire et président de CHSCT au niveau des deux départements de notre académie et au niveau rectoral. Et je l'ai adressé au médecin conseiller technique ministériel en espérant que ça progresse. Donc, nous sommes modestement des conseillers, donc on conseille. On essaye de faire en sorte que nos conseils diffusent. Après, ça va être aussi le rôle sans doute des représentants des personnels et des organisations syndicales de négocier.
cette mise en œuvre. Il y a la question des budgets qui est vraiment au premier plan et de la charge de travail, bien sûr, pour les chefs d'établissement. Mais je pense que, par exemple, sur les amplificateurs vocaux, sur la solution hydroalcoolique à disposition de façon beaucoup plus importante, il faut qu'ils aient du budget parce que c'est ridicule de prendre des risques. Alors qu'on pourrait faire de la prévention primaire, de prendre le risque qu'il y ait des personnes contaminées, parfois à distance. On ne va pas les voir, les contaminations dans les écoles. Ça va parfois être la grand-mère ou le beau-frère fragile qui va faire les frais de cette transmission du virus en milieu scolaire. Le lien n'est pas immédiat, mais c'est un lien épidémiologique qu'on peut établir indirectement. Donc, c'est important de faire de la prévention primaire partout où on peut en faire. Alors, je voudrais juste encore, peut-être en complément des questions qui avaient été posées aussi avant, sur la transmission par les yeux, il y a eu une étude qui a été un petit peu, qui a attiré notre attention, qui était une étude qui montrait que dans les services de réanimation, au moins au moment de la première vague, les myopes étaient sous-représentés et on pensait que c'était peut-être lié au port des lunettes. C'est une hypothèse qui a été faite. Donc, c'est le seul argument qui aurait, par rapport à une transmission oculaire, on n'a pas mis dans notre retour parce que c'était pas encore, on l'avait pas encore identifié, mais il y a le partage de microscopes sur lequel il faut s'interroger, et en particulier pour les profs de SVT qui vont aller voir ce que les élèves produisent en matière de lame, enfin, etc. Il faut qu'ils songent quand même un petit peu à ce risque-là. Moi, je trouve que là-dessus, il faudrait être prudent par rapport à l'utilisation des microscopes. Voilà pour la transmission virale par les yeux. Sur le tableau de maladies professionnelles, il y avait une question posée. Alors, sur la reconnaissance en accident de travail, c'est assez compliqué. En théorie, ça devrait être possible si on a vraiment un élève contaminé qui éternue à la figure d'un prof ou qui voilà, et que le prof à ce moment-là portait pas son masque et que, enfin voilà, donc ça ferait beaucoup de conditions parce qu'il faut quand même un événement soudain sur le lieu de travail pour que ça constitue un fait accidentel. Il y a eu un tableau de maladies professionnelles qui est sorti, mais qui concerne essentiellement, qui ne concerne pas directement les enseignants. En milieu scolaire, ça concerne plutôt les personnes qui donnent des soins en milieu scolaire. Donc, ça va être plutôt les infirmiers scolaires éventuellement. Mais c'est extrêmement restrictif puisque ce sont seulement sur les formes diagnostiquées avec au moins oxygénothérapie, hospitalisation, voilà. Donc c'est les formes graves uniquement. Mais il y a un tableau de maladie professionnelle qui est prévu, qui est sorti et qui permet la prise en charge en maladie professionnelle pour les personnels de soins, mais ce ne sera pas transposable de la même façon à l'éducation nationale. Et il sera très difficile de faire la preuve du lien entre l'exposition professionnelle et le travail et la contamination, hein, puisqu'on peut être aussi contaminé lors des trajets éventuellement ou en faisant ses courses ou à domicile, etc. Il y avait également la question sur la possibilité de retirer le masque quand on est loin des élèves au tableau, si on aère suffisamment, en gardant à la limite une visière. Qu'est-ce que vous en pensez? On ne peut pas l'autoriser, hein, ça c'est clair et net, on ne peut pas l'autoriser. Moi, ce que je conseillais aux gens qui me disaient je ne supporte pas de garder le masque en permanence, c'est éventuellement d'ouvrir grand la fenêtre, de se mettre à la fenêtre dos à la classe pendant 1 minute et de respirer amplement pendant ce temps-là. Là, je pense que le risque est quand même vraiment, même s'il y a de l'air qui rentre, mais quand même, hein, là, on est vraiment, voilà, ce serait ça éventuellement. Mais face à la classe, je pense qu'on ne peut pas se permettre de l'autoriser. Oui, parce que justement, il y avait la question notamment sur la phonologie, parce que l'enseignement de la phonologie avec le masque est plus que compliqué. Ça revient aussi à la question du masque avec transparent, bande transparente. Est-ce que vous avez des nouvelles sur le fait que les enseignants de maternelle vont être équipés ou il était question que les enseignants de maternelle et de CP soient équipés? Mais je suis au même niveau d'information que vous. D'accord. Voilà, on nous avait annoncé l'arrivée des premiers masques pour l'entourage des personnes déficientes auditives. Alors, il y a pas mal de profs déficients auditifs qui m'ont dit, bon, je veux bien les demander, mais je ne suis pas sûre que ça va me convenir, en fait. Est-ce que ça va suffire? Parce que moi, je ne fais quand même pas de la lecture labiale, je m'appuie sur les lèvres, mais je ne fais pas de lecture labiale à proprement parler. Je ne suis pas sûre que ça ne va pas compliquer encore les choses pour moi. J'ai dit, écoutez, demandez-les, on aura l'occasion de les redistribuer. Au pire, si jamais vous n'en avez pas l'usage, puisqu'il n'y avait pas la possibilité de les tester en fait, hein, donc c'est dommage. Donc j'espère que ça va arriver et qu'on pourra effectivement, que les gens pourront les tester. Je voudrais que les gens puissent tester et choisir. Voilà. Est-ce que vous avez des conseils pour éviter la buée sur les lunettes quand on porte le masque?
Alors, il faut essayer d'ajuster le masque au niveau des lunettes le mieux possible. Et après, les conseils que je peux donner, c'est des conseils qui ne sont pas vraiment diffusables mais on est vraiment dans le compromis, on est dans le compromis efficacité, confort. Les masques à lanière permettent un ajustement beaucoup plus souple de la tension du masque. Et c'est vrai que, par exemple, quand on est dehors et qu'il y a de la buée sur les lunettes, et dehors on peut se le permettre, on peut ajuster moins, par exemple, la lanière du bas, et ça permet à l'air de sortir par le bas. Alors, ça diminue effectivement la protection, c'est beaucoup moins adapté en milieu clos, mais en milieu extérieur, je pense qu'on peut se le permettre. Et à ce moment-là, il y a moins de buée qui va vers il y a moins d'air qui va vers les lunettes et moins de buée. Hein, donc, on est toujours dans un compromis entre confort et efficacité. On avait aussi une question d'une enseignante en maternelle qui disait qu'elle était très essoufflée avec le masque. Est-ce que vous avez des conseils pour limiter justement cet essoufflement? Alors, normalement, il y a un essoufflement, en particulier dans la durée. Donc, il faudrait qu'elle puisse faire des pauses, cette enseignante, hein, sans port du masque, ça peut être important. Il faut qu'elle essaye. Alors, je pense que Madame Perry aura sans doute des choses à dire à ce sujet, parce que je pense que dans la maîtrise de la voix et dans l'utilisation de la voix, elle doit pouvoir utiliser ça, minorer l'effort qu'elle va faire en utilisant sa voix. Et là, Madame Perry aura sans doute, sera plus compétente que moi pour lui répondre. Et après aussi, là, dans le choix du masque, c'est important aussi, peut-être essayer des masques chirurgicaux si elle essaye des masques tissus. Oui, effectivement, c'est une question qui revient encore, mais je pense qu'effectivement, on va aborder ces questions qui sont plus sur la technique, peut-être quand on porte le masque pour permettre à sa voix de porter. Oui. Et oui, il y a encore une question sur est-ce que le port du masque est dangereux pour les enfants? Alors, le port du masque n'est. Alors, est-ce qu'il est dangereux pour les enfants? Moi, je ne suis pas forcément la personne la plus compétente là non plus pour y répondre, et Madame Perry pourra sans doute y répondre mieux que moi. S'il est correctement porté, normalement, non. Je vois que Madame Perry apparaît à l'écran. Est-ce que vous souhaitez répondre à cette question? Non, il n'est pas plus dangereux pour les enfants qu'il ne l'est pour les adultes. Le problème du masque chez l'enfant, c'est comment il est porté par l'enfant. C'est plus, on peut se poser la question, est-ce qu'il est véritablement protecteur pour l'enfant, ou en tout cas, si l'enfant lui-même est un contaminateur, est-ce qu'il protège son entourage par la façon dont il le porte? Mais non, il n'y a pas d'études qui montrent que le masque est dangereux. On en parlera cet après-midi. Il n'y a pas d'études non plus chez les adultes bien portants du masque par rapport à la respiration. Bien sûr, si on est déjà soi-même en difficulté pulmonaire pour d'autres raisons, tout effort respiratoire supplémentaire aggrave la pathologie. Mais chez un adulte sain, alors sain, c'est dans la définition médicale, hein, bien sûr, c'est pas, je parle pas psychologiquement. Non, il n'y a pas de risque. Alors, les efforts et la fatigue, ça, effectivement, il y en a, et on abordera cet après-midi, effectivement. Alors, une question de nouveau pour le médecin. Avez-vous des pistes pour renforcer le système immunitaire des enseignants qui sont, on peut le dire, bien exposés? Alors, ça va être les pistes générales, mais enfin, on sait que les personnes fatiguées ont moins de défense immunitaire. Enfin, donc, ça va être vraiment à ce niveau-là, disons que ça va se jouer. J'ai pas vraiment on n'a pas vraiment de choses prouvées quant à l'efficacité du renforcement du système immunitaire. Je pense que c'est vraiment une question d'état général beaucoup. Le stress est sûrement pas bon non plus. Donc, on a tous ces aspects psychologiques, hein, de l'épidémie et du contexte épidémique qui sont extrêmement importants aussi. Là aussi, on est vraiment sur des compromis individuels. Si les personnes sont trop stressées à aller au travail, on avait eu au moment du déconfinement des demandes, puisqu'on traitait la question des maintiens en isolement, on avait eu des demandes de maintien en isolement pour des raisons psychologiques. Donc là, on ne les a pas prises en compte. On ne prenait en compte que les facteurs de vulnérabilité, mais on demandait aux gens de se rapprocher de leur médecin traitant pour qu'il y ait une prise en compte, une prise en charge de ces troubles psychologiques liés à la situation sanitaire. Je pense que ça va être vraiment individuel selon le rapport qu'on a. Je pense que globalement, le fait d'être au travail est plutôt bon pour la santé.
par rapport à l'état général. Et on le voit là à l'occasion de ce deuxième déconfinement où finalement les personnes ont utilisé très peu, même celles qui le pouvaient, n'ont pas utilisé tant que ça la possibilité de télétravail quand ils ne l'auraient pas complètement imposé, parce que ça fait du bien d'aller au travail. Et pour les enseignants, globalement, on a été surpris aussi à cette rentrée où finalement même les personnes vulnérables souhaitaient continuer à travailler pour la majorité d'entre eux. Hein, il y en a qui m'ont dit tant que je peux ouvrir la fenêtre de la salle de classe, je laisse, quand il fera trop froid, on verra bien, mais pour l'instant, j'y vais encore. Hein, donc, parce que je crois que c'est important. Hein, donc, c'est vraiment un équilibre global. Alors, est-ce que vous avez un avis sur la vitamine C, D, les probiotiques? Personnellement, non, je n'ai pas d'avis sur. C'est des sujets que je ne connais pas assez pour pouvoir avoir un avis. Alors moi, si je peux juste compléter ce qui vient d'être dit, il faut savoir quand même que en tant qu'enseignant, vous êtes particulièrement soumis à des attaques immunitaires parce que vous êtes en contact d'enfants qui sont eux-mêmes en plein développement immunitaire. Et d'autre part, vous êtes en permanence en collectivité, ce qui rajoute encore plus un facteur de risque pour être malade. Et là, je dirais que finalement, le masque, c'est une protection par rapport à ça. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que donneront pour l'instant les études, mais le port du masque, toutes les mesures d'hygiène aussi qui sont faites, le lavage des mains, la distanciation, ce sont des mesures qui vont plutôt aller dans le sens d'une diminution des contaminations bactériennes et virales. Donc là, c'est peut-être un des intérêts, on va dire, du masque actuellement. Ce qu'on peut dire de la vitamine C, oui, la vitamine C, c'est une vitamine qui favorise la non-oxydation des tissus, donc qui favorise leur renouvellement, la bonne santé des cellules. Donc, c'est une vitamine qui favorise le fonctionnement cellulaire et en particulier celui des cellules immunitaires. Alors, il y a effectivement des études récentes qui montrent que les carences en vitamine D seraient liées à de moins bonnes réponses immunitaires. Donc, en matière d'infection et en matière, ce qui est un peu plus récent aussi, en matière de cancer. Donc, il faut surtout faire attention. Alors, ce sont souvent les femmes qui sont carencées en vitamine D dans la deuxième partie de leur vie. Mais la vitamine D, il ne faut pas hésiter à demander à son médecin de faire de temps en temps un dosage un peu de la vitamine D parce qu'on a des surprises. On n'est pas particulièrement dans une zone géographique où on s'expose énormément au soleil. Et donc, parce que le soleil permet la fabrication à partir de la peau de la vitamine D. Donc, sous nos latitudes, la supplémentation en vitamine D est parfois conseillée. On le fait systématiquement chez les enfants et on le fait de plus en plus chez les adultes. Donc, il ne faut pas se surconsommer de la vitamine D, mais il faut de temps en temps faire un dosage de la vitamine D. Je ne sais pas, si vous faites une prise de sang par an, ajoutez la vitamine D. Le problème, on va revenir sur des difficultés, je ne sais pas pourquoi, mais le dosage de la vitamine D n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Donc ça ne coûte pas des milliers et des cents, mais je ne sais pas pourquoi. Ça ne fait pas partie des... alors qu'on se rend compte que c'est important, la carence en vitamine D dans beaucoup de pathologies. J'ai l'impression qu'on a fait un peu le tour des questions. Il est l'heure d'aller manger. Voilà. C'est ça.